Pardon, j'ai fait une bêtise dans l'enregistrement et donc cette vidéo sera en deux parties. Bon, c'est pas très grave. Donc j'étais en train de commenter la ligne, j'aurais dû les numéroter, 3, 5, 7, 9, 11. À partir de la ligne 11, à partir de la ligne 11, La Rochefoucauld expose l'idée que, à cause de l'amour-propre, on se trompe sur un certain nombre de choses, on se trompe sur nous-mêmes, mais surtout, il est en train de boucler la boucle, on se trompe sur ce qu'est l'amour-propre et sur les moments où il intervient dans notre comportement. Vous voyez, ligne 11, de cette nuit qui le couvre naissent les ridicules persuasions qu'il a de lui-même. Donc les ridicules persuasions que l'amour-propre entretient à son propre sujet. Il dit, 1, 2, 3, ici il est en train de nous montrer que, à cause de l'amour-propre, je me trompe sur ce qu'est l'amour-propre. En fait, il répond par avance à une objection assez simple qu'on pourrait lui faire, à savoir, Monsieur Larochefoucauld peut tout à fait être conscient du fait que j'agis par amour-propre. Je sais qu'à certains moments, je réagis par fierté, je réagis pour alimenter mon ego, je peux parfaitement en prendre conscience. Donc finalement, pourquoi vous dites que l'amour-propre est une force inconsciente? Eh bien, réponse, La Rochefoucauld en fait est en train de nous dire oui, oui, complètement. On peut être conscient du fait qu'on agit par amour-propre. Mais ça ne change rien au fait que, comme l'amour-propre c'est justement cette force qui va se déguiser, qui va changer sans cesse, se métamorphoser, etc., on ne se rend pas toujours compte des moments, des occasions où c'est l'amour-propre qui parle en nous. Donc ça veut dire que c'est pas parce que je me rends compte que j'ai un mouvement d'orgueil ou de fierté à un moment que je me rends toujours compte que la cause de mes actions est l'amour-propre. Et La Rochefoucauld a cette thèse vraiment radicale et au fond assez difficile à soutenir jusqu'au bout, que l'amour-propre est la force qui cause toutes nos actions. Alors peut-être qu'on peut faire, on peut faire une exception pour les besoins les plus élémentaires, hein, les besoins liés à la survie, se nourrir, boire, dormir, ce genre de choses, mais La Rochefoucauld a cette thèse vraiment radicale qui dit que tout ce que fait l'homme est causé par l'amour-propre. Là, je te fais une petite parenthèse historique. Pourquoi il pense ce genre de choses? C'est une thèse d'origine religieuse. La Rochefoucauld fait partie de ces philosophes et ces théologiens qui suivent les écrits de saint Augustin. Saint Augustin, je vous rappelle, il est mort au 5e siècle après Jésus-Christ. Et après saint Augustin, il y a eu une mode augustinienne au XVIIe siècle qui a été représentée par l'abbé Jansénius. Bon. L'abbé Jansénius, en gros, c'est quelqu'un qui a pris la doctrine de saint Augustin et qui l'a infléchie dans un sens très rigoureux. Jansénius, la thèse principale de Jansénius, c'était l'idée que l'homme ne pouvait pas du tout se sauver par ses propres moyens, il pouvait pas obtenir son salut par ses propres moyens, et que il fallait s'appuyer sur la grâce de Dieu pour se sauver, pour obtenir le paradis, si on veut. Donc les jansénistes avaient une image très pessimiste de l'homme. Ils pensaient que l'homme c'était une créature qui était inclinée au mal, qui avait des désirs le plus souvent déréglés, des désirs injustes, de violence, de pouvoir, enfin, assoiffés de choses mauvaises. Et pourquoi on est comme ça? Parce que donc ces gens-là, les jansénistes, ils pensent que ce que les chrétiens appellent le péché originel a une très grande influence sur notre comportement aujourd'hui. Donc les jansénistes vont faire une différence très nette entre les deux états de l'homme, l'état pré-lapsaire et l'état post-lapsaire. Ici, la syllabe centrale, c'est vraiment laps. Laps, en latin, c'est le saut. Le saut, ou dans certains cas, la chute. Donc ici, c'est plutôt la chute. Donc l'état prélapsaire de l'homme, c'est l'état qu'on voit dans le livre de la Genèse, où Adam et Ève étaient bien dans le jardin d'Éden, ils étaient heureux, ils étaient à poil, mais ils le savaient pas, bon. Donc ils étaient très contents. Et à un moment, il y a eu la suggestion du péché par Satan, et donc Adam et Ève ont consommé le fruit de la connaissance, et pour cette raison, ils ont été bannis du jardin d'Éden. Donc Dieu dit clairement à Adam que maintenant il serait beaucoup moins heureux parce qu'il devra travailler pour sa subsistance. Ève, son châtiment à elle, c'est que maintenant elle va accoucher dans la douleur et son corps lui causera tout un tas de problèmes réguliers. Donc voilà, différence entre l'état pré-lapsaire et l'état post-lapsaire. Il y a effectivement cette dimension du mythe, de l'histoire qu'on raconte. Donc le premier couple de l'humanité était dans le jardin, ils ont consommé un fruit interdit et donc ils se sont fait têche du jardin pour cette raison. Bon. Mais il faut aussi voir l'interprétation allégorique que les jansénistes en donnaient. Les jansénistes, ils pensaient que la volonté des hommes, avant la chute, donc avant l'expulsion du jardin, était naturellement ordonnée à la volonté divine. C'est-à-dire que les hommes, Adam et Ève, avant la chute, ne voulaient pas autre chose que ce que voulait Dieu. Donc ils voulaient naturellement ce qui était bien. Évidemment, pour casser ce schéma-là, pour comprendre comment il y a pu y avoir péché,
Donc pour comprendre comment ils ont pu vouloir une chose mauvaise, une chose interdite, il fallait forcément un agent extérieur. Donc il fallait forcément faire intervenir Satan quelque part, le serpent qui leur suggère de consommer le fruit de la connaissance. Donc, après la chute, le désir de l'homme n'est plus naturellement indexé sur la volonté divine. Donc à ce moment-là, peuvent se concevoir le crime, la faute, la violence, ce genre de choses. Donc vous voyez, les jansénistes se représentent vraiment la condition humaine comme la condition d'une créature qui sait plus où elle est, qui est perdue. Et parce qu'on est perdu, il peut nous arriver de désirer des choses mauvaises, de désirer s'accaparer le bien du voisin, de désirer la femme ou le mari des autres, de vouloir des biens qui n'ont rien de vraiment bien, comme par exemple la richesse ou la gloire ou le succès social ou ce genre de choses. Et donc, La Rochefoucauld part vraiment de cet arrière-plan intellectuel où l'homme est conçu comme une créature déréglée, comme une créature mauvaise en réalité, mauvaise sans la grâce. Il n'y a que la grâce et que le secours de Dieu qui peut sauver l'homme. D'où cette thèse très radicale sur le comportement humain, où finalement tous les comportements vont être causés par l'amour-propre. Bon. Donc pour l'instant, avant les 3 dernières lignes du texte, qu'est-ce qu'on sait? On sait que il existe en l'homme une force qui échappe à la conscience, qui s'appelle l'amour-propre. Cette force fait en sorte que nous nous trompons sur nous-mêmes, le plus souvent, sur nos motivations, sur les raisons de nos actions, et que nous trompons sur la réalité extérieure, et en particulier sur les gestes des autres, leur comportement, ce genre de choses. Mais l'amour-propre, c'est pas seulement une force d'illusion. Là, je viens de dire on se trompait sur les autres à cause de l'amour-propre. C'est pas totalement vrai. On se trompe sur la façon dont le comportement des autres influe sur nous. On se trompe sur ce que les autres peuvent penser de nous. Mais l'amour-propre, c'est aussi, d'une certaine manière, une force qui nous rend lucides, qui nous fait comprendre les motivations des autres. Si vous prenez les 3 dernières lignes, donc je lis, hein, mais cette obscurité épaisse qui le cache à lui-même n'empêche pas qu'il ne voit parfaitement ce qui est hors de lui. En quoi il est semblable à nos yeux, qui découvrent tout et sont aveugles seulement pour eux-mêmes. Alors ici, on a un passage intéressant. C'est un véritable plot twist, parce que tout ce qui précède dans le texte nous éloignait de l'idée que l'amour-propre, ça nous permet de voir quoi que ce soit plus nettement. Donc ici, il compare l'amour-propre à nos yeux. Il dit, nos yeux, ils découvrent tout et ils sont aveugles pour eux-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire tout simplement qu'avec vos yeux, vous voyez tout. Mais il y a une chose que vous voyez pas avec vos yeux, c'est vos yeux. Pour voir mes yeux, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'autre chose que mes yeux. Un miroir, ou une flaque d'eau, ou le regard de quelqu'un d'autre. Mais je ne vois pas mes yeux avec mes yeux. Donc par les yeux, je peux voir ce qui n'est pas moi, mais les yeux ne se voient pas eux-mêmes. Donc si on transpose à l'amour-propre, qu'est-ce que ça donne? Ça veut dire que l'amour-propre fait en sorte qu'on se comprend très mal, mais qu'on comprend très bien les autres. Autrement dit, si j'essaie de prendre un exemple, par amour-propre, je peux me dissimuler mes véritables motivations en tant qu'enseignant. Je peux imaginer que je suis enseignant parce que j'aime bien le contact des élèves et que je veux vous apprendre des choses, donc des motivations plutôt altruistes, plutôt généreuses. Et peut-être que si l'amour-propre n'exerçait pas sa puissance sur moi, bah, je me rendrais compte que évidemment je suis enseignant parce que j'ai envie d'influencer des gens, ou j'ai envie d'être aimé, j'ai envie qu'on m'admire, peut-être, je sais pas. Donc voilà, peut-être que je me trompe sur mes propres motivations, sur les motivations qui me conduisent à exercer mon métier. En revanche, parce que j'ai cette force en moi, je peux comprendre très facilement dans quel cas mes collègues font œuvre d'amour-propre. Par exemple, le collègue qui fait un goûter, je me dis, bah, c'est évident que c'est un démagogue. Le mec, il veut juste que ses élèves l'aiment bien, mais c'est tout. Le collègue qui emmène les élèves en sortie, je me dis, ah bah voilà, il veut simplement apparaître aux élèves à travers un autre contexte. Donc c'est clairement de l'amour-propre. Donc vous voyez, l'idée de La Rochefoucauld, alors déjà, tout ce que je viens de dire est évidemment à titre d'exemple, d'accord? Je pense aucun mal de mes collègues et pas beaucoup de mal de moi-même non plus. Mais ce que La Rochefoucauld veut dire, c'est que la présence de ce vice en nous rend visible ce même vice chez les autres. Parce que nous avons de l'amour-propre, nous nous trompons sur nous-mêmes, mais nous voyons clair dans le jeu des autres. Donc il faut moduler un peu ce que je disais tout à l'heure sur le rapport à autrui. En fait, quand je disais que l'amour-propre nous faisait faire erreur sur les autres,
Je voulais dire que, à cause de l'amour-propre, on fait erreur sur le genre de sentiment que les autres peuvent avoir à notre égard. En revanche, il nous rend plus lucides sur la motivation des actions des autres, sur la raison pour laquelle ils agissent le plus souvent, à savoir l'amour-propre. Voilà. Donc, ici, vous voyez on a fini l'explication du texte, on a un texte absolument charnière. Pourquoi? Parce qu'il nous montre que, ok, la confiance de soi ne suffit pas à se connaître, mais je crois qu'il va un petit peu plus loin que ça, parce qu'il nous montre que c'est c'est un facteur d'erreur. C'est-à-dire que la conscience de soi, enfin, la conscience que j'ai de moi-même, non seulement ne me suffit pas, mais en plus fait obstacle à une connaissance complète de ma propre personnalité, de mon propre caractère, de mes propres, enfin, en gros, de ce qui se passe dans mon esprit. Donc là, vous voyez qu'on a une thèse qui dépasse un peu le grand 2. Dans le grand 2, on disait simplement, ça ne suffit pas. La conscience de soi n'est pas suffisante. Ici, on va un peu plus loin. On dit, c'est pas vraiment qu'elle n'est pas suffisante, c'est qu'elle fait obstacle. Elle s'interpose entre nous et nous-mêmes. Donc, il va falloir explorer un peu cette thèse. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des forces dans notre esprit qui nous trompent sur nous-mêmes ou qui font obstacle à notre compréhension de nous-mêmes? Pour répondre à cette question, on va explorer un peu les thèses de Freud dans le grand 3. Et donc je vous invite à consulter le document que je vais envoyer par écrit pour le grand 3. Le grand 3, je le fais pas en vidéo parce qu'il y a beaucoup de termes techniques et ces termes techniques, il vaut mieux que vous les voyez écrits. C'est plus pratique. Bonne journée, au revoir.